Bonjour et bienvenue à Hockey le Magazine. Denis Gauthier, Jasmin Leroux toujours avec moi. Cette semaine, encore beaucoup de matériel pour vous. Ouais, on va parler pour une dernière fois cette saison avec Ève Crépeau de Nutrition Sportive et on va revenir sur le parcours au hockey mineur d'Alexandre Grenier, l'attaquant du Rocket de Laval. Et je vous reviens pour la dernière de 3 capsules concernant l'équipement de gardien de but dans la chronique équipement. Et je retrouve Martin Brochu sur la glace. Restez des nôtres. Hockey le Magazine, en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec. On est cette semaine en compagnie de Mathieu Turcotte, entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Mathieu, tu as eu une saison tout à fait incroyable avec ton équipe, 34 victoires de suite pour débuter la saison en plus. On en a parlé tellement cette année de vous, des Chevaliers de Lévis. Comment tu as vécu ça, toi, cette saison-là, au fil de l'année, au fil des mois qui ont passé? C'était un petit peu irréel comme séquence, puis c'était vraiment plaisant avec le groupe de joueurs. On est vraiment choyés en tant qu'entraîneur de pouvoir travailler avec eux, puis de travailler avec eux au jour le jour, puis voir leur progression, ça a vraiment été le fun. Tu sais, ça a été des semaines qui ont passé, puis des mois qui ont passé, où à chaque fois, on regardait les victoires s'accumuler, puis on se disait, bon, ils sont rendus à 15, puis ils sont rendus à 20, puis ils sont rendus à 25. Comment tu réussissais peut-être à garder le focus dans tout ça, puis à maintenir au jour le jour, comme on dit? Oui, bien, on a une excellente gang, comme j'ai dit, puis d'excellents leaders avec Nicolas Daigle, William Veillette, puis d'autres joueurs qui ont vécu une séquence de 14 victoires l'année passée. Ils savaient comment pallier avec ça pendant la saison, au jour le jour. Puis je pense que c'est de se concentrer justement sur ce qu'on a à faire à chaque jour, sur les petits détails de la journée en tant que telle. Puis c'est ça qui nous aide à progresser d'une semaine à l'autre. Je sais qu'à Lévis, vous saviez que vous aviez une bonne équipe cette année. Depuis quelques saisons, vous le saviez que cette saison-là allait arriver et elle allait être bonne. À quel point ça vous a surpris? À quel point elle a été bonne cette saison-là? Peut-être, je pense pas que c'était difficile à imaginer. Non, on savait qu'on allait être bon. On savait en fait qu'on allait avoir du talent. Être bon, c'est une autre histoire, mais on savait qu'on allait avoir du talent. On savait que notre défi allait être de faire en sorte que ce talent-là travaille à chaque soir. Puis de choisir les bons individus pour la chambre aussi, là, dans le sens que c'est pas seulement du talent qu'on veut dans une équipe, c'est des joueurs qui peuvent amener leur façon de faire, puis qui fait en sorte qu'en tant qu'équipe, on puisse s'améliorer. C'est vraiment ça qu'on recherchait cette année. Puis je crois que jusqu'à présent, on a trouvé la bonne formule. En janvier, on parlait beaucoup de vous en tant que la possibilité d'avoir la saison parfaite de 42 victoires. Finalement, ça s'est arrêté après 34 victoires contre la deuxième équipe au classement général. Alors, on peut le dire que c'est honorable. Comment ça s'est passé comme entraîneur de peut-être ramener le focus des joueurs puis leur dire, écoute, là, on a eu cette première défaite-là, maintenant, on passe à autre chose puis on recommence à gagner des matchs? Oui, c'était quand même un bon défi parce qu'on jouait moins de 24 heures plus tard contre la troisième meilleure équipe de la Ligue, Gatineau. Ouais. Les joueurs étaient très déçus. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas perdu de match. Depuis le mois d'août. Exact. Donc, on devait remettre les choses en perspective, là, puis réaliser que ce qu'on avait accompli, ça n'arrivera pas très souvent dans l'histoire de notre Ligue. Puis de se concentrer vraiment sur les séries. Il ne reste pas beaucoup de matchs avant les séries. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est oui, on voulait une excellente séquence, puis les séries, c'est vraiment ce qui est le plus important. On ne se concentrait pas sur la saison parfaite, mais bien de progresser tout au long de la saison. Le record de victoire, il était de 26 du séminaire Saint-François dans les années 80, et cette équipe-là n'avait pas gagné les séries éliminatoires. Je pense que ça a peut-être été une belle motivation pour vous de dire à tes gars, écoute, ils l'ont fait il y a 30 ans, puis ils n'ont même pas gagné. Alors nous, il faut qu'on la gagne maintenant, les séries. C'est ça qui s'en vient pour vous, là. Oui, exactement. L'équipe du séminaire n'avait pas gagné, puis l'équipe aussi, là, qui avait la séquence de 15 victoires pour commencer la saison, n'avait pas gagné les séries non plus. Donc, c'est certain qu'on est dans une situation unique. Puis on essaie de réécrire l'histoire au niveau des séries aussi. En terminant, je vais te parler un petit mot sur Joshua Roy, qui est ton meilleur attaquant, le plus bel espoir probablement pour le repêchage du junior major. Parle-moi un petit peu de lui, de ce qu'il a apporté à ton équipe et de ce qui s'en vient pour le futur pour lui. Oui, bien Josh, c'est un joueur, d'abord et avant tout, il veut toujours être considéré comme un joueur normal. Il ne veut pas être traité différemment. C'est un joueur qui n'a pas demandé de surclassement. Il a fait ce qu'il avait à faire à chaque niveau. Il a beaucoup progressé d'une année à l'autre. Je trouve que cette année aussi, il a progressé. C'est un joueur extrêmement dangereux avec la rondelle qui peut tout faire. C'est un marqueur naturel, mais en même temps, c'est un fabricant de jeu qui est capable de bien bouger la rondelle. Il protège bien la rondelle. Très difficile de lui enlever. Puis c'est quelqu'un qui amène beaucoup d'énergie aussi dans les pratiques, dans les matchs. On ne le réalise pas toujours, mais c'est un gars qui amène beaucoup d'énergie positive pour les coéquipiers, puis les gars, ils l'adorent dans la chambre. C'est un peu une qualité, c'est pas un défaut, mais parfois, c'est le genre de joueur que tu l'as peut-être pas nécessairement vu pendant le match, puis il finit avec 4 points quand même à la fin de la rencontre. C'est quelqu'un qui passe des fois un petit peu en dessous du radar, mais qui réussit à avoir les gros points puis les gros buts au bon moment. Oui, exactement. Dans tous nos gros matchs cette année, c'est Josh qui a soulevé
son jeu d'un cran, puis qui a vraiment mis l'équipe sur ses épaules là, avec d'autres vétérans pour nous amener vers la victoire. Puis c'est vraiment des joueurs comme ça. Il y a rarement des coïncidences dans ces situations-là. C'est souvent des joueurs de ce genre-là, puis avec beaucoup de caractère qui ressortent gagnants. Bon, on va souhaiter bonne chance pour la fin de la saison. Les séries arrivent, puis on va souhaiter d'aller jusqu'au bout. La Coupe TELUS n'est pas venue au Québec depuis 2001, puis on va espérer que ce soit les Chevaliers qui la ramènent cette année ou une autre équipe de la Ligue. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Cette semaine, à la question quiz. Alexandre Grenier a pris part à un total de 9 parties depuis ses débuts dans la Ligue nationale en 2012-2013. Avec quelle équipe de l'Association Ouest les a-t-il disputées? Est-ce que c'est A, les Flames de Calgary, B, les Canucks de Vancouver ou C, les Oilers d'Edmonton? La réponse après la pause. La réponse B. Alexandre Grenier a disputé les 9 premiers matchs de sa carrière dans la Ligue nationale avec les Canucks. Il a pris part à 6 parties lors de la saison 2015-2016 et à 3 lors de la saison suivante. Il n'a toujours pas noirci la feuille de pointage. Il a passé 4 de ses 6 premières saisons professionnelles au sein de l'organisation des Canucks. Il s'est joint aux Rockets de Laval à titre de joueur autonome au cours de la saison morte. On s'est entretenu avec le Québécois de 27 ans dans le cadre du segment « Mon parcours au hockey mineur ». Oui, mon parcours au hockey mineur, j'ai pas joué Midget 3, contrairement à d'autres personnes. J'ai pas joué non plus du gros 2 lettres fort, le 2A. J'ai joué Midget 2C, Bantam 2B, puis sinon j'ai joué de simple lettres également. Par la suite, je me suis fait inviter à un camp junior 3. Il a fallu que je paye 65 $ pour pouvoir jouer mon petit tournoi. Puis c'est là que tout a déboulé à partir de là. Je te dirais dans mon hockey mineur, qu'est-ce qui me marquait le plus, c'était les tournois d'été, le 3 qu'on appelait. Je me rappelais aussi que j'avais joué avec Éric Gélina qui était ici l'année passée. On avait une équipe, je te dirais, quand même assez profonde. Tu sais, c'est des petits détails des fois qui te remarquent aussi que, tu sais, comment je peux dire ça, tu unis dans le fond une équipe, puis tout va super bien. Je pense qu'on avait gagné 2 tournois cet été-là, fait que c'est des choses qui m'ont marqué. Le hockey mineur, c'est toujours des parades coach. C'est pas nécessairement un coach attitré là, comme si je jouais Midget 3. Donc, je me souviens de Patrick Leroux. C'est lui qui m'a guidé quand même assez longtemps dans mon hockey mineur. Jean-Sébastien Perron également. Puis, c'est vraiment les 2 personnes qui m'ont aidé dans mon hockey mineur. Junior 3, je pense que Terrebonne. On avait vraiment une grosse rivalité. Saint-Jérôme, Terrebonne, c'était comme les 2 Côte-Nord. Puis, quand on jouait un contre l'autre, c'était fight to death, quasiment, je peux dire ça. Sinon, junior majeur, c'était mon arrivée à Québec. Quand j'étais arrivé, ça, je pense que le Colisée Pepsi, c'était quelque chose d'inoubliable pour moi. J'avais de la famille qui était dans les estrades également, puis je vais tout le temps me rappeler des premiers pas là-dedans. Tu sais, quand tu joues pas nécessairement Midget 3, le parcours semble inexistant. Puis le fait d'avoir continué, le fait d'avoir eu la chance de pouvoir aller à ce tournoi-là, junior 3, de pouvoir me prouver, je pense que c'est vraiment là l'obstacle que j'ai franchi. J'étais vraiment un jeune qui me mettait beaucoup d'emphase, je te dirais, ces patinoires extérieurs. J'avais pas les pratiques que les autres personnes avaient, puis que j'étais pas dans le haut calibre. Donc, je mettais beaucoup d'emphase dessus les patinoires extérieurs aussi que je passais, je te dirais, de 5 à 10 heures jusqu'à temps que les lumières fermaient, j'étais dehors, qu'il fasse moins 40 ou qu'il faisait moins 20. Il n'y avait pas d'importance pour moi, c'était the love of the game, si je peux dire ça, qui m'a gardé. Jeunesse, c'est sûr, ça m'arrive le mieux. Grand droitier, c'était élégant avec le puck, il avait son style de jeu unique à lui. Je sais pas, c'était vraiment quelqu'un à qui que je voulais approprier ma game avec. Mon arrivée à Winnipeg, c'était quelque chose de vraiment... c'est un exploit pour moi, je te dirais, de me rendre aussi de juste me rendre en sachant que, je te dirais comme 5-7 ans avant ça, j'étais sur le bord de lâcher le hockey, puis là, de faire mes premiers pas dans la Ligue nationale, j'avais les émotions qui étaient dans le tapis. Je me rappelle l'hymne national à regarder partout, l'aréna là-bas était incroyable. Je me rappelle de mon premier chiffre également, les premiers 3 steps, on dirait que c'est le plus vite que j'ai jamais fait. Là. Fait que, non, écoute, la nervosité était là, j'avais tellement de papillons partout qui couraient dans mon corps. Écoute, c'est inexplicable comme sentiment. Là. Jamais abandonné, peu importe ton rêve, c'est quoi, c'est aussitôt que tu te dis que c'est fini, c'est là que tu te crées ta propre barrière. Je me rappelle quand j'étais jeune, des fois, tu commences à te poser des questions, est-ce que c'est le bon chemin dans le fond que tu t'entreprends? Moi, c'est ça que j'ai réussi à franchir, de jamais abandonner. Puis c'est pour cette raison que c'est rendu ma 6e saison dans la Ligue américaine.
Après la pause, on s'entretient avec la nutritionniste sportive Ève Crépeau qui va cette fois nous donner ses 5 conseils pour réussir une alimentation sportive. On retrouve la nutritionniste sportive Ève Crépeau pour une dernière fois cette saison. Ève, on a parlé d'un paquet de sujets cette saison. Je voulais terminer avec une note peut-être un petit peu plus positive. Les 5 choses les plus importantes et qui sont les plus bénéfiques dans la nutrition. D'abord, le premier, je pense que tout le monde va pouvoir s'en douter, c'est l'hydratation. Oui, absolument. C'est un must, c'est super important. Puis c'est important autant avant, pendant qu'après un match, un entraînement, justement pour bien récupérer l'eau perdue. Puis ça paraît pas, il fait froid dans un aréna, mais les joueurs de hockey suent énormément. Donc, ça paraît, habituellement, je te dirais que ça paraît. Ça paraît, donc on a besoin de récupérer l'eau perdue, oui, absolument. On parle beaucoup des protéines, mais il y a les glucides aussi qui sont jamais à négliger non plus. Oui, puis en fait, c'est triste parce qu'on en parle moins. On parle beaucoup des protéines, mais les glucides sont énormément importants. Autant avant, pendant encore et après vont avoir leur rôle à jouer, donc il faut vraiment pas les oublier. Les glucides, c'est un peu l'énergie, en fait, en particulier. C'est l'énergie de base des muscles, absolument. Oui, tout à fait. On parle aussi des collations nutritives qui peuvent être utiles. Parfois, on part sur la route pour un tournoi ou quelque chose comme ça. Toujours important d'avoir quelque chose de rechange, on peut le dire. Exactement. Ainsi. Plutôt que de se trouver mal pris puis d'aller dans la machine distributrice, bien, c'est d'avoir toujours avec soi des collations, des bonnes bartendes, des fruits séchés, des noix. Il y a des choses que je peux garder quand même dans mon sac de sport. Et si jamais je suis pris au dépourvu, j'ai faim, bien, j'ai quelque chose de rapide avec moi. On parle justement des collations. Au niveau de la quantité de repas dans une journée, ça aussi, c'est important. Qu'est-ce que vous recommandez comme nutritionniste sportive? Bien, moi, je recommande de manger... pas tout le temps, j'allais dire tout le temps, mais... Les jeunes, ça leur dérangera pas, ils vont vous écouter. Souvent, ne pas avoir des longs moments dans la journée sans manger. Donc, ça va souvent se traduire en 3 repas plus plusieurs collations. Tu sais, de manger à peu près aux 2-3 heures pour assurer un maintien du niveau d'énergie tout au long de la journée. La dernière chose qu'on parle, elle est importante aussi. Les adolescents, parfois, ne sont pas toujours impliqués dans la préparation des aliments et dans leur choix alimentaire. C'est important pour un jeune de comprendre qu'est-ce qu'il va manger. Absolument. Tu sais, je pense qu'il y a des adolescents qui vont peut-être laisser ça à leurs parents, puis il y a des parents qui prennent beaucoup la place aussi, qui vont tout décider, puis ce qui est bien, tu sais, ils s'impliquent, mais c'est bien que le jeune lui-même s'implique, parce que pour l'instant, il habite chez ses parents, mais éventuellement, il va être en appartement, puis s'il n'y a aucune habileté de cuisine, il ne sait pas quoi choisir, il ne sait pas comment faire ses lunchs, il ne sait pas c'est quoi qu'il doit prendre comme collation, bien, il va se trouver un peu au dépourvu. Donc, l'idée, c'est de devenir de plus en plus autonome en s'intéressant lui-même à sa propre nutrition, aller à l'épicerie, faire des choix, faire des recettes pour justement arriver et avoir des skills, là, vraiment de nutrition plus développés que la moyenne. Est-ce que vous avez des conseils qu'on peut dire en terminant un peu pour s'impliquer dans ces choix-là? Est-ce qu'il y a un jeune que vous pouvez dire, bien, par exemple, ça pourrait être intéressant si tu le fais comme ça, en particulier pour t'aider? Bien, de s'impliquer, autant juste que ce soit d'aller à l'épicerie avec les parents. Des fois, de voir à l'épicerie, ma mère, elle achète toujours ces bâtons-là, mais... Pourquoi pas celle-là, des millions, tu sais. Je peux m'intéresser à la valeur nutritive. Bien, peut-être qu'elle, j'aimerais mieux. Bien, puis c'est quoi une bonne bâtonne, tu sais? D'aller chercher ça plutôt que de juste se fier, bien, ma mère, elle achète elle, donc c'est elle que je mange. OK, mais il y a peut-être un meilleur choix. Même chose pour la cuisine. La cuisine, c'est une lacune que je vois énormément chez les athlètes. Ils n'ont pas le temps de cuisiner. Puis, bien, comme la nutrition, c'est tellement important, bien, c'est important de pouvoir se débrouiller un minimum. Pas besoin de faire des recettes élaborées, mais juste de savoir comment cuire du riz, comment cuire de la viande. C'est des choses de base. Puis, autant en profiter quand on est chez ses parents pour que les parents puissent se montrer, ça, exactement, qu'on n'aille pas oh my God, bien, finalement, je suis en appart, je vais juste acheter des choses tout fait. Puis là, nécessairement, c'est de moins bonne qualité. Bien, ça a été un grand plaisir pour une deuxième saison de te retrouver. Merci beaucoup de ta contribution. Oui, à la prochaine. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue à cette nouvelle chronique équipement. Je suis toujours accompagné de notre spécialiste Éric Dupont qui va venir conclure son segment sur les gardiens de but pour la saison 2018-19 en parlant de bâtons de hockey. Cette année, Éric, il y a Bauer, CCM et Sherwood qui ont des produits intéressants à la sortie. Exact. Les bâtons de gardien ont vraiment poussé à un autre niveau cette année. Puis on commence avec le Bauer Supreme 2S Pro. Les blocages de tir parfaits et les rebonds contrôlés sont essentiels dans le jeu du gardien. Et le nouveau bâton de gardien Supreme 2S Pro est votre meilleur atout. Sa géométrie révolutionnaire ErgoSpine réduit son poids, alors que la technologie TechStream donne plus de résistance à votre bâton. Et c'est tout aussi sophistiqué et intéressant chez CCM, c'est bien ça? Exactement. CCM arrive cette année avec le Première 2.
Il a misé sur le succès du bâton Première Plus pour lancer cette nouvelle série qui offre non seulement une performance et une sensation supérieure, mais aussi une durabilité exceptionnelle. Pour la première fois, la technologie Sigmatex est utilisée pour le bloc et le manche, offrant plus de résistance sans pour autant augmenter le poids. La conception du bâton est également passée à un niveau supérieur grâce à l'utilisation d'un tissu de carbone Sigmatex ainsi que par une meilleure compression. Et le dernier, non le moindre, il y a Sherwood qui vient nous présenter quelque chose de quand même très intéressant. Exact. On parle ici du GS 350 de Sherwood. La palette CSF est renforcée d'une fibre de carbone résistante et malléable qui améliore grandement son adhésion et sa durabilité. Le bloc et la palette sont injectés d'une mousse à haute densité. Parlant de la palette, elle est mince et rigide et très résistante aux impacts. Maintenant, terminé, Eric, quelques conseils de sélection lorsque vient le temps de choisir son bâton. C'est important de bien choisir la longueur du bâton désiré par le gardien, sa courbe ainsi que la rigidité. Excellent, merci beaucoup. Ça fait le tour de nos segments de gardiens de but cette année. J'espère que les gardiens et les gardiennes à la maison en savent un peu plus sur toutes les nouveautés qu'on peut retrouver ici en magasin. La semaine prochaine, pour la dernière émission de la saison, la dernière chronique de la saison, tu nous reviens avec quoi? On va parler de sous-vêtements pour les joueurs. Parfait, à bientôt. Ici Anthony Beauvillier des Islanders de New York. Regardez Hockey le magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captoder, hygiène du sport. Captoder passe à l'action. Cette semaine, à la chronique sur la glace, je suis accompagné de Martin Brochu, entraîneur de gardien de but à l'Académie de hockey Joël Bouchard. Martin, la position de gardien de but, il y en a qui c'est simple, il y en a qui c'est spectaculaire, on a le gardien de réflexe. On peut enseigner des déplacements, on peut enseigner toutes sortes de choses, mais si la base n'est pas bonne, ça devient difficile quand même pour eux. Effectivement, aujourd'hui, on va démontrer dans cette chronique la technique de base au niveau papillon. Donc, on va juste démontrer la technique, la bonne technique au niveau de l'arrêt papillon, au niveau des gants, du bâton et du corps. Donc, c'est très important de revenir à la base si on veut effectuer l'arrêt et être en bonne position pour le retour. Excellent. On check ça tout de suite. Bon, partie du gardien de but, évidemment, on peut enseigner 1 million d'exercices différents, mais si la base n'est pas bonne, nécessairement, ça devient difficile d'être capable d'augmenter le niveau d'un gardien de but. Là, tout simplement, on revient à la plus simple dénominateur, c'est le style papillon. Un style que Patrick Roy a rendu populaire il y a plusieurs années. On a perfectionné depuis. Tu vas nous montrer un petit peu les points principaux du style papillon. Oui, on voit beaucoup d'erreurs maintenant dans le style, dans la position papillon au niveau des gardiens de but. On voit souvent les gants du gardien de but un petit peu trop haut. Donc, ce qui donne absolument rien. Si on voit la langue de la rondelle, si la rondelle manque le gant, va se retrouver là, très, très haute et le gardien de but va se faire battre en bas ici. Donc, très important d'avoir les gants en avant. Si ses fesses sont trop basses aussi, okay, on va voir les trous ici qui sont donnés comme option au tireur. Et ce qu'on ne veut pas voir, c'est un gardien de but aussi là, qui est trop large. Okay? Et position des gants trop larges comme ça ici, c'est très... s'il y a une déviation, un lancer, donc va être en mauvaise position là, pour faire l'arrêt. Parce que souvent, les gardiens de but, j'imagine, veulent s'élargir pour donner l'impression qu'ils prennent plus de place dans le filet, mais en réalité, ils créent plus de trous qu'ils prennent de place. Oui, effectivement. Ton muscle est fait pour aller justement chercher la rondelle et non pas revenir vers l'intérieur. Donc, si tu fermes en bon bloc, comme on voit ici, Alexis, ouais. Si la rondelle est effectuée vers le haut, le filet va être en mesure d'aller chercher la rondelle. Même chose côté du biscuit. Donc, très important d'avoir les yeux sur la rondelle, garder un bon tracking, comme on dit, sur la rondelle, ouais. Et le corps droit, donc pour effectuer l'arrêt. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir les deux genoux sur la glace. Souvent, ça peut arriver à l'occasion, on va voir des gardiens de but qui vont rouvrir cette jambe ici, OK? Automatiquement, on va tourner les épaules. Et ce que ça fait, c'est que ça fait ouvrir ici tout l'espace en haut et ça donne des options au tireur. Sinon, la rondelle va peut-être toucher l'épaule du gardien de but et va aller vers derrière le filet. Donc, plus difficile de contrôler la rondelle. Donc, ce qu'on veut voir, c'est un gardien de but qui est sur ses deux genoux. Donc, beaucoup plus facile pour le retour de lancer de faire son déplacement, de se relever de la bonne jambe, comme on dit, si ses deux genoux sont sur la glace comme ça ici. De cette position-là, est-ce que ça laisse encore place aux gardiens de réflexe ou ça devient tout simplement une position où on est des bloqueurs de rondelles? Non. Ce qui est important dans une position comme ça, c'est d'avoir une position mécanique où ce qu'on tombe papillon. Et ensuite de ça, c'est justement là le point, c'est de justement regarder la rondelle, de tracker la rondelle et de réagir à la rondelle. Justement, on ne veut pas essayer d'anticiper trop la rondelle. Moi, j'étais un gardien de but un petit peu comme ça, des fois, qui essayait de trop anticiper la rondelle. Ouais. Des fois, je pouvais me faire prendre. Donc, ce qui est important, c'est, le gardien de but, c'est d'avoir une bonne position en bloc et justement de réagir à la rondelle lorsque la rondelle quitte la palette du joueur. Et on doit
jouer selon la stature aussi. J'imagine qu'il y a des gardiens qui sont plus petits, sont capables de couvrir le bas, mais en se gardant le corps plus droit, évidemment, on devient quand même vulnérable dans le haut du filet, mais en gardant le torse quand même élevé. J'imagine qu'on se donne un meilleur taux de succès. Oui, exactement. Si on voit Alexis, il baisse ses fesses un petit peu ici, il va tout ouvrir le haut du filet. Donc, c'est sûr que c'est un gardien de but qui mesure 6'4", 6'5", va couper cet espace-là, mais lorsqu'il veut se déplacer, soit en position power push, qu'on l'appelle, il longe la glace là, pour un retour court, ça va être beaucoup plus difficile pour lui d'effectuer ce déplacement-là si les fesses sont baissées. Donc, en étant comme ça ici, très remonté, court le haut de la glace, c'est très facile pour lui de se relever. Donc, tu as un tireur avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux qu'il exécute sur notre gardien? Dans le fond, pour l'exercice, c'est souvent un exercice de réchauffement que je fais avec les gardiens de but au début. Le gardien de but va partir ici, debout, boum, part debout. OK? Ce que j'aime faire déplacer le gardien avant le premier lancer. Donc, il va se déplacer en haut ici, du demi-cercle, pouce, freine. Ce qu'on va demander aux joueurs, c'est un réchauffement. C'est soit un lancer vers le bas de la glace, on peut le dire, lance côté du biscuit 5 fois du côté du mitaine à terre. Et ensuite de ça, on peut aller vers le haut au niveau de la mitaine et du biscuit. Donc, on dirige le gardien selon le temps qu'on a, là, effectivement, là, pour effectuer notre réchauffement. Parfait. On fait un exemple. On y va? Vas-y à terre, blocker. Là. Pouce, freine, lancer à terre, suit sa rondelle. Idéalement, ce que je veux voir, c'est le gardien de but qui suit son retour à chaque lancer. OK? Très important. On recommence l'exercice, pouce, freine, boum, suit son retour. Donc, il y a une bonne position de base papillon d'Alexis. Même chose, pouce, freine, boum, gèle la rondelle. Okay? Tout ce qui est proche, on va demander au gardien de but. Et Alexis fait un excellent travail aussi d'avoir les yeux sur la rondelle, même après le retour, il la suit jusqu'à la dernière seconde pour être certain qu'il ne perd jamais contact avec. Exactement. Le contact visuel est très important, effectivement. Denis, bon point. Alexis ne perd jamais la rondelle de vue, c'est très important pour un gardien de but. Lance à terre, mitaine. On va lancer du côté mitaine. Go, pouce, freine. Boum, boum. Pouce, il se déplace, c'est en bonne position pour le retour de lancer. Parfait. Un dernier. Super. Son corps est très droit, ses épaules sont face au joueur et limite les espaces pour le tireur. Parfait. Excellent, Alexis. Bon travail, Martin. Merci beaucoup. Toujours très intéressant. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, à l'émission, beaucoup de choses pour vous encore. Oui, on vous prépare un spécial Canadienne de Montréal. On aura 2 reportages pour vous à leur sujet. Et on va également parler avec Antoine Waked de son parcours au hockey mineur. Moi, je vous parle de sous-vêtements pour les joueurs de hockey dans le cadre de la chronique équipement. Et je retrouve Patrick Boileau sur la glace. On va parler de sortie de zone. À bientôt. Hockey le magazine vous a été présenté en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec.